Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h40 sur Studio Kalita. Après une journée de calme relatif hier dans les localités du pourtour de la bande de Gaza, et alors que l'on semble s'acheminer vers un véritable retour à la normale, eh bien l'armée israélienne a diffusé hier soir dans les journaux télévisés des images des cibles palestiniennes frappées et détruites par les forces israéliennes dans la bande de Gaza. Au total, ce sont 65 cibles qui ont été touchées par Tsahal. Parmi ces cibles, des hangars où étaient entreposés des roquettes, des missiles artisanaux, des mini-drones offensifs et du matériel militaire pour la marine palestinienne. Également touché des usines de production de roquettes et des bases d'entraînement du Hamas. Le porte-parole de Tsahal, Ronen Menelis, a affirmé hier que les cibles choisies étaient de très haute qualité. Nous avons remporté un indéniable succès dans ces raids, a précisé pour sa part le général Eyal Zamir, commandant en chef de la région sud, qui a estimé que les coups reçus par le Hamas et le djihad islamique ont conduit les deux mouvements terroristes à ne pas souhaiter une dégradation supplémentaire de la situation. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lui aussi réagi à ces ripostes israéliennes au tir du djihad islamique et du Hamas dans la journée de mardi. Nous leur avons porté un coup très dur, le coup le plus dur depuis de nombreuses années. Quant au ministre du Logement, le général de réserve Yoav Gallant, il avait affirmé dans le courant de la journée d'hier que si le Hamas et le djihad relevaient la tête, alors toutes les options s'offriraient à Tsahal, y compris l'élimination des chefs de ces mouvements terroristes. Les journaux nous montrent ce matin la famille Pletcher, dont le hangar a été endommagé hier matin, ou en tout cas dans la nuit de mardi à mercredi, par une roquette. Notre chambre à coucher est mitoyenne au hangar. Si nous n'avions pas décidé de dormir dans la chambre blindée, bien nous aurions été touchés, a déclaré l'une des membres de cette famille. Et Tomer Bar-Oz du kibbutz Soufa, qui est situé au sud de la bande de Gaza, écrit ce matin dans un commentaire dans le Israël Hayom: nous espérons un retour au calme, mais quoi qu'il advienne, nous continuerons à vivre ici. Les quotidiens israéliens parlent ce matin de Sheket Matouar, de calme tendu, même si cette expression peut paraître contradictoire et paradoxale. Selon le Israël Hayom, après les coups qu'il a reçus, le Hamas aspire à une Houdna, une trêve de longue haleine, et pour l'obtenir, il serait prêt à des concessions conséquentes. Israël pourrait, dans le cadre d'une telle trêve, exiger du Hamas qu'il réduise considérablement ses capacités militaires, et en échange, les Israéliens pourraient présenter un programme de relance économique de la bande de Gaza. Le Yediot Aharonot, lui, titre ce matin « Un retour au calme sans que le conflit n'ait été tranché », et il parle de calme jusqu'au prochain round des hostilités entre le Hamas et l'État d'Israël. Dans le Yediot Aharonot, aussi Yoshua écrit: un véritable succès ne ressemble pas à cela. Israël prétend que c'est le Hamas qui a réclamé un cessez-le-feu, mais si c'est vrai, le Hamas l'a fait de son point de vue au moment le plus opportun pour lui. Dans le Israël Hayom, Amnon Lord affirme qu'aujourd'hui la force de dissuasion est plus puissante que dans le passé, la force de dissuasion de Tsahal, et le véritable succès de l'armée israélienne, c'est que depuis la bordure protectrice en 2014, il n'a jamais cessé de construire cette force de dissuasion de diverses manières, et en particulier avec la destruction des tunnels offensifs. Mais Amnon Lord met en garde les Israéliens face à l'éventualité d'assortir cette trêve actuelle d'une volonté de restauration économique de la bande de Gaza, car alors le Hamas, selon lui, présentera cette restauration comme son propre succès. Dans le Israël Hayom de ce matin, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Narshon, écrit un éditorial dans lequel il insiste sur le fait que la campagne de Hasbara, de communication de l'État d'Israël, a été importante en cours des derniers jours, et il explique qu'au cours de ces 2 derniers jours, le ministère des Affaires étrangères a insisté via ses 103 représentations à travers le monde sur l'utilisation par le Hamas de roquettes contre la population civile israélienne, et le ministère des Affaires étrangères considère que cela prouve l'argumentaire avancé depuis 2 mois par Israël autour de la stratégie du Hamas le long de la frontière. Nous continuerons le combat médiatique face à des médias qui sont souvent fainéants, négligents, pour ne pas dire hostiles, écrit ce matin Emmanuel Narshon dans le Israël Hayom. Et cet éditorial de Narshon s'inscrit dans le même ordre d'idées que la déclaration faite hier sur la chaîne I24 de celui qui a été vice-ministre des Affaires étrangères et ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Danny Ayalon. Pour la première fois, a-t-il dit, en évoquant les événements de mardi près de Gaza, les Européens sont derrière Israël et ils approuvent le fait que le Hamas est une organisation terroriste. Dans le cas précis, les Européens ont vu le mouvement terroriste cibler un jardin d'enfants israélien. Enfin, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, l'ancien ambassadeur
d'Israël aux États-Unis. Donc Danny Ayalon a estimé que lorsque les États-Unis sont derrière Israël, les Européens prennent également ce chemin. Et l'on voit aussi que les Russes se rangent du côté d'Israël quand il s'agit de l'Iran en Syrie, car c'est dans leur intérêt commun. Fin de citation des propos de Danny Ayalon. Voilà ce que l'on peut lire ce matin dans la presse israélienne et sur les sites d'information à propos donc de cette crise qui semble aller en trouvant une solution qui se termine, on va dire, dans un calme relatif et peut-être précaire. En tout cas, le reste de l'actualité en bref, dans les journaux, on nous indique que c'était hier, non pas hier soir, mais hier que s'est tenue la cérémonie du souvenir à la mémoire des soldats de Tzahal et des combattants de l'Irgun qui ont été tués durant le tragique épisode de l'Altalena sur les plages de Tel Aviv. C'était il y a 70 ans, jour pour jour, quelques jours après la création de l'État d'Israël. Au cours de cette cérémonie, le président Rivlin a déclaré « Nous devons rendre hommage aux combattants de l'Irgun qui étaient ce jour-là sur l'Altalena et qui n'ont pas tiré sur leurs frères de Tzahal postés sur la plage. Ce faisant, ils ont évité à Israël une guerre civile », a déclaré le président Rivlin. Tous les journaux et les sites d'information reviennent également sur la visite que doit effectuer aujourd'hui le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman à Moscou pour y rencontrer son homologue russe. À l'ordre du jour de cette importante rencontre, le retrait des forces iraniennes du sud de la Syrie, un retrait qui semble désormais incontournable après les déclarations en ce sens faites par le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Et alors que Avigdor Lieberman part à Moscou, eh bien le Premier ministre Netanyahou, lui, se prépare à une visite en France et en Allemagne la semaine prochaine, une visite qu'il mettra à profit, comme il l'a dit lui-même hier, pour expliquer aux Français et aux Allemands les développements stratégiques récents visant à freiner l'agressivité et l'expansionnisme des Iraniens. Dans la série des faits divers importants, le Yediot Aharonot souligne que Nadav Sela, qui a assassiné son épouse, ses 2 enfants et un enfant d'un voisin il y a 1 an et demi dans la localité de Migdal, près du lac de Tibériade, Nadav Sela a été reconnu coupable de meurtre et il a été condamné à 4 peines de réclusion à perpétuité avec circonstances aggravantes. Ces meurtres avaient profondément choqué la société israélienne il y a 1 an et demi, d'autant plus que l'assassin était considéré comme un homme religieux. Ses avocats ont tenté de prétendre qu'il était déséquilibré mentalement, mais les juges ont rejeté catégoriquement un tel argument. Quant à Yaron Atia, qui est tristement célèbre depuis quelques semaines en Israël pour être un sarvan get, c'est-à-dire un réfractaire à accorder le divorce religieux à son épouse, eh bien, Yaron Atia a été arrêté par les autorités israéliennes 2 semaines après que le tribunal rabbinique israélien l'ait sanctionné en l'excommuniant de toute communauté pour son refus de libérer sa femme. Il a été arrêté parce qu'il conduisait alors que son permis de conduire lui avait été retiré. À l'approche de la Gay Pride de Tel Aviv, qui se tiendra dans quelques jours dans la métropole israélienne, le Yediot Aharonot nous présente le petit-fils homosexuel du Rav Ovadia Yosef. Et oui, celui-ci se mariera prochainement dans une salle de fête avec l'élu de son cœur, Amichai Lantzman, qui est comme lui, un homosexuel croyant et pratiquant. Le Yediot Aharonot consacre une demi-page à cette union que le Rav Ovadia Yosef n'aurait probablement pas bénie. Et il en profite pour expliquer qu'il y a des milliers d'homosexuels qui vivent selon la tradition religieuse, respectent le Shabbat et la Kashrut, mais vivent en couple avec leurs compagnons, en violation avec la halacha juive. C'est le Yediot Aharonot qui dresse une sorte de mini-dossier sur ce sujet ce matin dans ses pages d'actualité. Et puis les journaux israéliens nous montrent ce matin, dans leur page People, des photos d'un mariage qui lui aussi peut-être n'aurait pas été particulièrement béni par le Rav Ovadia Yosef, puisqu'il s'agit du mariage entre la top modèle israélienne Coral Simenovic et le célèbre footballeur du FC Barcelone, Sergi Roberto, qui n'est pas juif. Celui-ci a tout de même accepté de se marier selon la tradition juive, avec une choupa, en portant une kippa et même en récitant une partie des prières juives traditionnelles de cette cérémonie. La cérémonie et la réception ont eu lieu à Chavatronit, près de Herzliya, en présence de très nombreuses vedettes du show business israélien et de plusieurs joueurs du FC Barcelone. Lionel Messi, lui, n'est pas venu, et pour cause, les journaux nous rappellent ce matin que Messi, le célèbre footballeur argentin du FC Barcelone, sera en Israël la semaine prochaine, dans 10 jours très exactement, pour participer avec la sélection argentine à un match de préparation au mondial russe face à la sélection israélienne. Mais ce qui préoccupe le Yediot ce matin, eh bien, c'est le fait que sur les 31 700 places disponibles dans le stade de Teddy à Jérusalem, seulement 8 000 ont été vendues au public, ce qui suscite une véritable polémique en Israël. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita.
Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.